Jules s'est levé. Il a fait quelques pas, s'est retourné pour voir si je le suivais. Je l'ai pris par le bras. Nous avons traversé la salle à manger. Il traînait les pieds. Nous sommes passés dans leur couloir. Du couloir, on a cherché la chambre. Il est allé directement vers son lit, s'est allongé, a fermé les yeux. Il était sur le dos, les deux bras le long du corps. J'étais près de lui. Jules. Jules, vous ne dormez pas. Je vais maintenant partir. Ne me laissez pas partir sans que nous nous disions encore quelques mots. Je reviendrai bientôt. Il a ouvert un œil. Rien m'intéresse. Je peux vous dire que l'homme avec qui j'ai parlé à table est un homme qui aimerait vous... Ça ne m'intéresse pas. Je suis certain que, avec cet homme-là, vous passeriez quelques moments tous les jours et que ça vous ferait sortir de cette... comment appeler ce que vous avez? Une obstination. Vous vous êtes obstiné. C'est comme si vous vouliez vous punir. Ça ne m'intéresse pas. Oui, je sais, vous me le dites tout le temps, ça ne m'intéresse pas. Il n'empêche que vous dites tout le monde me laisse. Personne ne me parle, personne ne vient me voir. Là, vous avez la possibilité. Cet homme-là, il ne parle pas le yiddish, il ne parle que le français. Mais ce n'est pas n'importe qui. Il a conservé une bonne partie de ses facultés. Il parle bien, il est doux, il a l'air calme. Vous pourriez tous les deux... Vous pourriez le recevoir dans votre chambre, ici. Je ne veux pas. Alors peut-être vous recevrait-il dans la sienne. Je ne peux pas monter... Je ne sais pas s'il est au premier étage, mais vous pourriez en tous les cas vous voir, vous mettre l'un à côté de l'autre. Pourquoi êtes-vous comme ça? Plus rien ne m'intéresse. Je suis fatigué. Je vous l'ai dit, Freddy. Quand on arrive à mon âge, tout est trop lourd. Manger même me fatigue. Regardez comment je suis. J'ai fini de leur repas, je dois m'allonger. Manger m'a fatigué. Me raser me fatigue. Vous écouter me fatigue. Bon, je vais devoir m'en aller. Dans 2-3 semaines, je viens, mais Cécile viendra avant. C'est pas la peine. Cécile viendra quand même. Je serai couché. Vous serez couché, vous resterez couché. Elle restera à côté de vous, comme j'ai fait maintenant, comme j'ai fait ce matin. Maintenant, je veux dormir. Oui, d'accord, eh bien, endormez-vous et je m'en irai après. Il a fermé son œil. Quelques secondes après, il m'a semblé qu'il dormait. Est-ce qu'il ne me regardait pas? Est-ce qu'en dessous ses paupières, il n'avait pas laissé un petit trait pour voir quelle était la tête que je faisais? Est-ce qu'il voulait me préoccuper? Est-ce qu'il voulait m'intriguer? Est-ce qu'une fois que je serais parti, il resterait au lit? Est-ce qu'il ne se lèverait pas? C'est moi qui me suis levé. J'ai posé ma main sur la sienne et je lui ai dit, bon, je pars. Je pars, à bientôt. Au revoir. Il n'a pas répondu. Je suis sorti dans le couloir. J'ai marché. Je suis revenu vers la salle à manger. Tous les pensionnaires étaient là. Tous se parlaient. Il n'y avait qu'une place de vide, celle de Jules. L'homme que j'avais quitté, qui était mon voisin à table, est venu vers moi. Alors, vous l'avez reconduit dans sa chambre? Oui, oui. Il était fatigué? Il m'a dit qu'il était fatigué. Il ne veut parler à personne. Voilà, c'est ça. Je vais partir, sa fille viendra dans quelque temps. C'est dommage. J'ai regardé une à une les tables, les vieux, les vieillards qui étaient autour. Si j'en avais eu le courage, je me serais assis à une table, j'aurais écouté. Ici l'allemand, sans rien comprendre. Je me serais relevé, je serais passé à une autre table, là peut-être le russe. Encore une autre table,
le yiddish. Une autre table encore, du polonais. J'aurais pu, dans cette petite salle à manger, entendre toutes les langues de l'Est. Tous avaient quelque chose à dire. Jules avait beaucoup à dire, gardait tout en lui, étouffait. Il s'étouffait lui-même. Attention, je me suis levé, je me suis dit, attention. C'est vraiment ce qui nous guette, s'enfermer en soi. Ne pas regarder vers l'extérieur, ne pas tendre l'oreille. Ne regarder ni les couleurs, ni les formes. Un enroulement. Jules n'ira pas loin si c'est ça. À force de tout garder, d'avoir tout gardé, d'avoir cherché dans ce qu'il gardait uniquement ce qui pouvait le blesser, il est allé jusqu'à cet âge, mais quel malheur, quelle tristesse aussi. Comme je suis heureux, moi, avec toutes ces histoires, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous remuons, tout ce que nous disons. Comme je suis heureux même d'avoir un vis-à-vis dans mon fauteuil quand je suis à la maison. Cécile, quand elle pleure devant moi. Jules doit pleurer à l'intérieur de lui. Il ne montre, pour ainsi dire, jamais ses larmes, jamais un sourire. On ne peut voir les dents de son appareil que s'il fait la grimace. Si c'est pour dire « c'est pas bon, j'ai mal », c'est trop long, faudrait mourir. Comme une bête qui, traquée, blessée, n'a plus comme défense que sa mâchoire. J'ai pris le train. Je roulais vers la maison. J'avais sommeil. Cette nuit, je dormirai beaucoup. Je ne dirai qu'une partie de ce que j'ai dit à son père. Je ne lui dirai pas « ton père va mal », je lui dirai « ton père continue, ton père s'enferme ». Ton père bientôt ne te parlera plus, ne me parlera plus. Je pensais qu'il cesserait de parler d'abord à Cécile. Quand je suis arrivé, j'ai donné donc ces nouvelles. Cécile m'a dit « mais est-ce qu'il avait du plaisir à te voir ?» Je ne sais pas, oui, peut-être, sans doute, il ne peut pas montrer. Tu lui as dit que je viendrai, oui. Est-ce que tu crois qu'il aura un tout petit peu d'intérêt, de plaisir, je ne sais pas, à me voir, sans doute. Et alors il reste là, dans son fauteuil, sans parler. Non, non, maintenant il s'allonge. Il s'allonge, il ferme les yeux. Et tu parles, et je parle, sans qu'il te réponde. Il ne te répondra pas non plus. J'aurais tellement aimé, avant que tout arrive, tellement aimé qu'on puisse se parler un peu. Si seulement il avait compris que, même s'il est vrai que j'ai été élevé contre lui, je ne suis pas sûr, tu sais, que la tante m'ait élevé contre lui. Elle m'a élevé contre tout le monde, elle m'élevait pour elle. Si seulement je pouvais lui faire comprendre que je n'ai jamais été ce qu'il dit. Oh, tu sais, Cécile, je pense que même ton père, bon, il a fini par y croire, mais il n'y a pas toujours cru. Dans des moments très clairs, dans des moments, disons, où il n'était pas ligoté, il a certainement cru que, oui, oui, il a cru que tu n'étais pas ce qu'il disait. C'est arrivé peu de fois. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Mais pourquoi je suis sa fille, je suis la dernière si proche de lui. J'étais fatigué. Je me suis allongé dans l'atelier. J'ai senti, petit à petit, le sommeil m'envahir. Cécile était sans doute remontée dans son atelier. Elle ne devait pas graver. Ou bien elle prenait des notes. Elle imaginait qu'en voyant son père, elle lui dirait quelque chose qui lui ferait plaisir. Elle voulait
ouvrir, percer cette sorte de coffre-fort fermé. Peut-être ne faisait-elle rien d'autre que, s'étant allongée, regarder en l'air, sans penser ni à son père, ni à ses gravures, ni à sa vie. Elle avait fait en elle peut-être le vide. Je marchais, c'était une rue, peut-être une avenue. Il y avait devant moi une femme qui portait une pelle sur l'épaule. Ça aurait pu être en Russie. J'aurais pu me trouver à Vilna. Il y avait de la neige et les femmes avaient des pelles. Elles allaient racler les trottoirs, raquer les rues, les avenues, les impasses. Je m'approchais de cette femme, j'allais toucher sa pelle. Je m'apprêtais à faire un petit mouvement d'un doigt pour frapper la pelle et faire venir le son. Dang. J'attendais ça avec fébrilité, avec impatience. La rue était trop silencieuse, il n'y avait aucune voiture. Nous n'étions que deux à marcher. Cette femme-là, devant moi, avec sa pelle sur l'épaule, et moi qui la suivais et qui me rapprochais de plus en plus. J'étais maintenant à 1 mètre, à moins d'1 mètre. Je levais le bras, je coinçais mon index dans mon pouce, et j'allais lâcher quand elle s'est retournée. Cécile, qu'est-ce que tu faisais avec une pelle ici? J'allais au jardin. Au jardin? Je croyais, en te voyant de loin, que tu étais d'abord une femme, n'importe quelle femme, et que tu allais racler, que tu étais de celles qui avaient la charge du nettoyage des trottoirs et des chaussées. Tu vas au jardin. Je vais au jardin, j'ai à retourner le jardin, j'ai à nettoyer les allées. Je marchais à côté d'elle et je lui ai dit « Donne-moi ta pelle. » « Non, 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 c'est ma pelle. » « Oui, mais enfin, écoute, ici, dans la rue, une femme ne porte pas une pelle. Donne-moi ta pelle. » Elle a cédé, j'ai porté la pelle. Un peu plus loin, il y avait une façade toute illuminée. Nous nous sommes approchés, j'ai regardé, je n'avais plus de pelle. Il y avait une grande affiche. Un soliste donnait un concert. Je lisais ce qu'il allait jouer. Je ne connaissais rien. De quel instrument jouait-il? Ça n'était pas dit. Nous étions censés savoir ce qu'il était. C'était sans doute un grand soliste. Sur le côté, il y avait une petite photographie. La tête du soliste, sans doute. Une tête allongée. Des lèvres peut-être un peu épaisses. Le nez très rond. Des lunettes. Un peu chauve. Je le connaissais. J'ai proposé à Cécile, et si nous avons le temps, alors rentrons. Ça doit commencer juste maintenant. Regarde. Dans 5 minutes. Nous sommes rentrés dans le hall. Je suis allé tout au bout, vers les portes. Elles se sont ouvertes comme dans ces magasins où les portes sont automatiques quand on approche d'elles. Nous sommes rentrés dans une grande salle. Très grande salle, tout illuminée. Beaucoup de gens parlaient, s'agitaient, se levaient, s'abaissaient. On distribuait les programmes. Il n'y avait pas de place près de nous. J'ai marché, j'ai pris une travée, j'en ai pris une autre. Je me retournais pour voir si Cécile me suivait. J'ai vu 2 places, très près de la scène. Je lui ai fait signe. Elle s'est approchée. Elle m'a dit « Mais on va être trop près. » Non, non. Plus on est près, mieux on est, tu sais. Tu sais ce qu'il joue? Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas retenu. Et puis, de toute façon, je crois que je ne sais pas. Je ne connais pas les compositeurs qu'il va jouer. Tu l'as déjà entendu? Non, je ne crois pas. Alors on est venu pour entendre ce que l'on ne connaît pas et jouer quelqu'un dont on ne sait rien. Oui, c'est beaucoup plus amusant. Tu crois? Mais et les bêtes à la maison, elles vont se demander ce qu'on fait? Très bien, ça ne dure qu'1 heure et demie.
Attention, je sens que les lumières vont s'éteindre. Ça y est, ça commence. Chut, attends. Le rideau s'est levé. Il y avait une très grande scène. Je distinguais mal les instruments qui étaient tous suspendus à des systèmes. C'était donc un petit orchestre ou un soliste qui jouait plusieurs instruments. Des applaudissements autour de nous. On s'impatientait, on voulait que le soliste rentre. Cécile m'a dit, n'applaudis pas, je te demande, n'applaudis pas. Non, non, je n'applaudis pas. Enfin, on a entendu des pas. Des pas très clairs. Quelqu'un tapait du talon en marchant. Le soliste est arrivé. Il a salué le public. Il y avait une chaise, il s'est assis sur la chaise. Il a tendu son bras gauche et il est allé vers un des instruments. C'était une guitare. Il a mis la guitare contre lui, il a penché la tête. Sa main gauche commençait déjà à chercher les accords. De sa main droite, il effleurait les cordes. On n'entendait pas encore les sons. Et puis tout à coup, il s'est mis à jouer. Il jouait très vite, très très vite. On aurait dit une bande de magnétophone complètement déréglée. Ce n'était qu'un fracas, qu'une cascade de notes. Autour de nous, les gens trépignaient. Et puis tout s'est arrêté. Les applaudissements ont retenti comme des mitrailleuses. L'homme s'est légèrement levé, a salué, s'est rassis, a posé la guitare à côté de lui. Du bras droit, il est allé chercher un autre instrument. C'était une autre guitare. Je distinguais à ce moment-là que tous les instruments que j'avais vus n'étaient en fait que des guitares de dimension plus ou moins grande. Celle-là était déjà le double de la précédente. Il tirait sur les cordes. Sa main gauche ne courait presque pas sur le manche. Cécile s'est penchée vers moi et m'a dit « Qu'est-ce que c'est que cette musique ?» Je crois que c'est de la musique asiatique. Ça te plaît ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a arrêté. Les applaudissements sont revenus en rafale. Il a légèrement salué. Il a reposé cette guitare, puis il s'est levé. Il est allé dans le fond de la scène. Là, il y avait une guitare beaucoup plus grande qu'une contrebasse. Il avait du mal à la porter. Il a dû monter sur la chaise pour pouvoir atteindre les cordes. Il jouait sans se servir de sa main gauche. Sa main gauche ne tenait que l'instrument. Il faisait tourner la guitare sur une pointe. Il l'arrêtait, il la bloquait, il claquait. D'étranges bruits. Sur la corde, il tirait, il tirait. Elle faisait à la fois des notes et des claquements. Dans la salle, on n'attendait pas qu'il ait fini, on commençait déjà à applaudir. Il tournait sur la guitare et tout à coup, il est monté dessus. Et la guitare s'est mise à tourner comme une toupie. Et c'est avec ses pieds, avec sa main, il tirait sur la corde, il bloquait ses pieds dedans. Les gens étaient déchaînés derrière nous. Cécile avait pris ma main, elle la serrait très très fortement. Je regrettais de l'avoir menée là, je regrettais moi aussi d'être venu. Si j'avais eu ma pelle, je l'aurais jetée dans la direction de la scène. J'aurais voulu qu'elle coupe la corde. Tout s'est arrêté très net. Le soliste était là, debout sur sa chaise, il saluait. Je n'ai plus rien entendu. J'ai tourné légèrement la tête à droite, mon voisin avait disparu. Encore un peu plus loin, les voisins étaient partis. La salle s'était vidée, comme par enchantement. Il n'y avait que Cécile et moi. Les lumières étaient revenues. Le soliste était là, il ne semblait pas pouvoir se retirer tant que un spectateur était encore dans la salle. J'ai dit à Cécile, nous devrions partir. Mais regarde-le, il nous fixe. Il nous regardait et il nous faisait signe, sortir avec la tête, vers la porte.
C'est à ce moment-là que j'ai dit à Cécile, mais regarde comme il ressemble à ton père. Il faisait toujours son signe de la tête, très saccadé, tenant son instrument comme ça, à bout de bras. Il le faisait tourner tout doucement, tout doucement. Et il faisait toujours signe, sortez, sortez, sortez. Nous nous sommes levés. J'allais prendre dans la direction de la travée, quand, dans un geste que je n'ai pas pu réprimer, je me suis approché de la scène pour voir jusqu'à quel point il ressemblait à Jules. Cécile me suivait. Je me suis accoudé à la scène. J'avais les lampes en dessous. Je le fixais. J'ai dit à Cécile, c'est le sosie de Jules. Lui, il est descendu de sa chaise. Il a réussi à appuyer l'instrument sur le dossier. La chaise basculait tout doucement, mais résistait. Il y avait comme un équilibre entre l'instrument et la chaise. Le soliste est venu vers nous. Il s'est mis à quatre pattes, et les derniers mètres, il les a parcourus dans cette posture. Il est venu mettre sa tête tout à fait devant nous. Et il me fixait, mais il ne regardait pas Cécile. Je devais lui parler. Je voulais lui demander son nom. Je n'avais pas retenu le nom imprimé sur l'affiche. C'était très bien, lui ai-je dit. C'était vraiment très bien. Pouvez-vous me rappeler votre nom? Il a légèrement ouvert la bouche et il a articulé un mot qui était peut-être son nom, qui ne pouvait pas se retenir, qui était des lettres qui s'entrechoquaient les unes contre les autres. Et votre prénom ne serait pas Julius? Il articulait encore un autre mot. Ça n'était pas Julius. Il ne parlait pas. Il n'avait pas la voix d'un homme. C'était très beau. Nous vous remercions, ma femme et moi, Cécile et moi. Vous donnez beaucoup de concerts? Même réponse. Vous ressemblez beaucoup à mon beau-père. Il s'appelle Julius Remsas. Je l'ai vu cet après-midi. Je vous remercie, c'était un très bon concert. Il s'est redressé. Il nous a salués. Il est revenu vers la chaise. Là, un grand instrument avait disparu. Il y avait là par terre un tout petit instrument, un violon. Il s'est baissé tout en restant assis. Il a saisi le violon. Il l'a mis au bout de son bras. Son menton a coincé, le bord. Il a sorti l'archet d'une de ses poches. Il l'a fait tourner autour de sa tête. Et puis tout à coup, zing, il a frappé sur les cordes. Et il s'est mis à jouer à une vitesse vertigineuse. J'ai dit à Cécile, je crois qu'il joue très vite la chaconne de Bach. Je suis sûr que c'est ça. Et avec mes mains, je faisais le signe de « allez plus doucement, allez plus doucement ». Et je le commandais avec mes mains. Et il a ralenti la cadence, le rythme. Il s'approchait du vrai mouvement. Et enfin, il l'a eu. Alors j'ai arrêté mes mains. Je faisais signe, comme si je lissais quelque chose, un tissu sur une planche, si je touchais une de mes feuilles de dessin. Il jouait la chaconne merveilleusement bien. Il me regardait. Je hochais tout doucement la tête. Et je continuais avec mes mains à bien montrer de droite à gauche. Oui, continuez, continuez. C'est beau. Continuez. Merci. Merci. Et lentement, nous nous sommes mis à reculer, Cécile et moi. Nous avons retrouvé la travée. Il continuait à jouer. C'était très loin, comme quelqu'un qui serait dans une pièce, en haut d'une maison, et qui aurait laissé la fenêtre ouverte. Et nous aurions marché lentement dans la rue en tendant l'oreille.
nous arrêtant, nous disant « on étudie la chaconne ». Les mois suivants, Cécile prit le chemin vers Paris, là où il était, un peu en dehors de Paris. Elle y allait tous les 15 jours. Elle rencontrait son père, il ne parlait pas. Il parlait très peu. Il disait ce qu'il me disait. Toujours la même phrase. 90 ans, c'est trop. Quand il eut 91 ans, il dit « c'est pas possible, on ne peut pas arriver à 91 ans. Je suis plus que fatigué. Je ne peux plus me porter. » Cécile revenait effondrée. 2-3 jours après, elle recombinait les horaires pour un autre voyage. Elle repartait. Elle restait près de lui toute l'après-midi. Elle revenait au train, à la descente à la gare à Châteauroux, j'allais la chercher. Dans la voiture, je voyais bien qu'elle était devenue muette. Ces après-midi près de quelqu'un de vivant qui ne parlait pas, qui était le père, la plongeait dans un mutisme. C'est comme d'habitude, Cécile, je ne crois pas qu'il soit bon de faire ces voyages si répétés. Tu vas y laisser beaucoup de toi. Le moment est sans doute venu de le faire venir près de nous. Ça sera d'une part moins loin. Ensuite, il y aura bientôt un problème. C'est pas impossible. Je crois qu'on ne peut pas vivre enfermé de cette façon sans qu'il y ait de la casse en lui. C'est dans sa tête que ça ne va plus. C'est là que ça va lâcher. Encore quelques mois, il eut ses 91 ans. Ça a lâché. On l'a retrouvé par terre un matin dans sa chambre. Il a été conduit dans un hôpital. À l'hôpital, Cécile est allée le voir. Il avait encore d'assez bons souvenirs dans la tête. Pourquoi je suis ici? J'étais mieux là-bas. Qu'est-ce qu'on va me faire? Laissez-moi, ne viens plus me voir. Je suis malheureux. Je suis fatigué. Ça ne m'intéresse pas. Il avait perdu en cours de route, dans ses mots usuels, l'expression « ça fait ça comme ça ». Il avait dépassé une muraille. Il n'avait plus besoin de prévenir son voisin que la conversation s'arrêtait sur le « ça fait ça comme ça ». Le passage à niveau était baissé continuellement. Il est venu, pas très loin de chez nous, là où se trouvait ma mère. Ça aurait pu être supportable. Ça l'était pour tous les autres. Mais ça ne pouvait plus du tout maintenant intéresser Jules. Il regardait d'un air hébété les voisins. Je lui ai proposé d'obtenir une chambre seule. Ça ne m'intéresse pas. Voulez-vous alors rester dans cette chambre avec un voisin? Voulez-vous un voisin plus jeune? On peut choisir. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je réussis, une fois, à savoir avec lui, c'est: êtes-vous un peu, je ne vous demande pas de me dire que vous êtes content, êtes-vous un peu rassuré d'être ici? Et quand je viens vous voir, quand Cécile va venir vous revoir, est-ce que vous avez un tout petit peu d'intérêt? Ça ne m'intéresse pas. Donc vous restez comme vous êtes là. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un voisin, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez mal nulle part. Non. Mais vous pensez dans la journée, quand vous êtes là, vous ne lisez plus du tout, vous ne bougez plus. Vous êtes dans votre fauteuil ou sur votre lit. Vous ne faites pas quelques pas dans le couloir. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas de marcher. Non. De manger, oui, vous allez jusqu'à la salle à manger. Est-ce que ce soir,
je reste avec vous et je prends un repas comme on l'avait fait là-bas à la pension? Ça ne m'intéresse pas. Cécile a été un peu fatiguée. Vous voulez savoir ce qu'elle a eu? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble les comptes? Là où est-ce que vous en êtes? Ça ne m'intéresse pas. L'argent même ne vous intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous avez parlé avec le médecin quand il est passé? Est-ce que quand il vous pose une question, vous lui répondez « ça ne m'intéresse pas ». Je vous ai demandé, est-ce que quand le médecin vient, lorsqu'il vous pose des questions, lorsqu'il vous demande « comment allez-vous, monsieur Remsas », est-ce que vous lui répondez « ça ne m'intéresse pas ». Je vais aller le voir. Je vais lui demander, je vais lui dire que vous n'aimez pas beaucoup parler. Peut-être qu'il ne comprend pas ce que vous avez. Vous êtes d'accord? Vous m'attendez? Là? Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Lorsque nous l'avions fait rentrer dans cette maison, Cécile était avec moi. Nous l'avions conduit à une chambre, il était attendu. Il avait trouvé la chambre claire, propre. Nous avions rangé ses affaires dans un petit placard, lui montrant les chemises sont là, les pulls verts sont là, tes chaussures sont ici. Voilà ton lit, tu as une fenêtre, tu as un téléphone, nous pourrons t'appeler. Tu seras presque aussi bien qu'à la pension. Presque, parce qu'ici, c'est effectivement des gens qui sont fatigués. Tu as été fatigué. Tu as eu un petit ennui. Il n'avait pas dit, à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas. Il avait dit, vous dépensez trop d'argent. Ici, c'est un bon hôtel, je ne veux pas être dans un bon hôtel. Ne t'inquiète pas, ne pense pas à ça. Ah oui, toi, ma fille, t'as toujours dépensé. Au bout d'un moment, nous étions levés. Et nous lui avons dit, nous reviendrons dans 2-3 jours. Là, tu vas te reposer. Tu as été vraiment très fatigué. Il a fait quelques pas avec nous, sur le pas de la porte de la chambre, dans le grand couloir. On lui a fait un signe de la main. Et à ce moment-là, il s'est mis à crier « Ne m'abandonnez pas !» Et il a crié très fort après encore « Cécile! Cécile !» Une infirmière est arrivée, l'a pris, a voulu le faire rentrer dans la chambre. Il a commencé à s'agiter. Je croyais qu'il allait se battre, faire comme il avait fait un an avant. Les 2 poings levés, prêts à marteler le visage de la femme. Il ne l'a pas fait. Il avait vraiment plus la force de le faire. Cécile m'a dit, je ne peux pas le laisser. Viens, on va rester encore un moment avec. Je lui ai dit, non, je ne crois pas. Il faut que tu surmontes ça. Ton père est très, très malade. C'est dans la tête que ça ne va pas. Et l'autre criait toujours « Cécile! Cécile !» L'infirmière essayait de lui mettre la main sur la bouche, mais il réussissait à tourner la tête et à crier. « Je ne peux pas, dit Cécile. » À mon tour, j'ai pris Cécile par un bras et je l'ai traînée. On est arrivé dans une cage d'escalier, on a descendu très vite. Cécile loupait presque toutes les marches. En bas, nous nous sommes arrêtés. Elle tendait l'oreille. « Tu crois qu'il crie encore ?»« Non, non, pas du tout. »« Pourquoi a-t-il crié ?»« Comme ça. » Une dernière fois, il a fait ça. Mais c'était pourquoi? Il s'est rendu compte qu'on le laissait? Je ne sais pas. Oui, sans doute. Il s'est rendu compte qu'il avait changé de maison, que... Et puis ensuite, ça tombe très très mal maintenant, lui. Moi, venant le revoir quelque temps après, je pouvais le quitter sans qu'il me dise « Freddy, Freddy !» Jamais. Jamais. Je suis allé encore après. Il approchait de ses 92 ans. C'était un après-midi. Ne changeait pas, ne parlait plus du tout. J'avais une nouvelle à lui annoncer, mais cette nouvelle-là, ce n'était que pour éveiller une dernière fois de l'intérêt. Il avait montré à maintes occasions qu'il était indifférent à la disparition des autres.
À la mort de ma mère, j'avais très bien senti qu'il préférait que ce soit elle que lui. Mon père, pareil. Son frère était mort, je ne lui avais pas dit. Mais son beau-frère, l'oncle Léo, venait d'avoir un accident et des suites de cet accident était mort. C'était le frère de la tante. Nous étions dans la petite salle à manger. Les pensionnaires autour de lui, ceux qui pouvaient se lever encore, étaient là, à des tables. Il ne les voyait pas. Je souhaitais qu'il ne les voie jamais. Ils étaient dans un état plus lamentable que lui. Certains apparemment très bien, mais qui semblaient complètement dévissés de la tête. D'autres, apparemment aussi très bien, parlant clairement, c'étaient les jambes qui ne les portaient plus. Un autre encore plus loin, en plein milieu du repas, laissa tomber sa tête dans une assiette, se foutant plein de soupe partout. Jules mangeait plus avec ses doigts qu'avec sa fourchette. Il se servit de sa fourchette très peu de temps. Comme il faisait retomber ce qui était dans sa fourchette, il ne parvenait pas à la tenir droite. Lui ayant proposé « Voulez-vous que je vous aide ?» Non. Il a commencé avec sa main gauche à prendre ce qu'il mettait dans sa fourchette qu'il tenait de sa main droite. Et puis il portait les petits morceaux de viande à sa bouche. Puis ça retombait, il ramassait, ça retombait, il ramassait. Il mangeait, il s'essuyait mal. Il secouait la tête, comme un vieux juif qui dit une prière. Je ne vous ai jamais dit, enfin c'est arrivé il y a une semaine, Léo. Vous vous souvenez, Léo? Il m'a regardé, il a secoué la tête, affirmativement. Il se souvenait. Léo a eu un accident. Ça a semblé l'intéresser. Il a eu un accident à Augsbourg. Il était avec sa femme, dans un autobus. L'autobus a freiné sec. Léo n'a pas pu se retenir à une barre, à un anneau. Il est allé se balancer près de la porte de sortie de l'autobus. Il a tapé de la tête. Vous entendez ce que je dis? Oui. Et alors? Et alors, il s'est fait une fracture du crâne. Il est perdu. Eh bien oui, ça y est, c'est fait. C'est bête, hein? Ça faisait longtemps que cette chose-là le guettait. Il ne devait plus voyager. Il n'était plus solide sur ses jambes. Il est plus jeune que moi. Il est plus jeune que vous. Ah, mais vous étiez beaucoup plus solide que lui. Quel âge il avait? Je crois qu'il avait 88. Ah, c'est pas vieux. Ben non, ça va encore. Ils l'ont enterré. Oui, oui, la tante y est allée. Rassia est allée là-bas. Ah oui, c'est son frère. Elle est allée à l'enterrement. Attention. Attention à quoi? Si elle va là-bas, elle va tout retourner. Ben, elle va là-bas pour ça, et puis, comme il y a... Vous savez qu'il y a une responsabilité dans les accidents. Ah oui, 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 il faut que la femme de Léo, elle se fasse payer très cher, très très cher. Mais, s'il y a la Rassia là-bas, c'est perdu. Elle va tout faire tomber. Oh, celle-là, celle-là. Non, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon. Ça vous regarde pas, ça me regarde pas. J'étais content de voir que vous êtes souvenu de Léo. Oui. Ça vous ennuie, bien sûr qu'il soit mort, mais enfin, je me suis dit, je peux pas quand même ne pas lui dire. M'en fous. Ah non, dites pas, je m'en fous, c'est pas vrai. Il était gentil, vous aviez de bons... Enfin, quand vous vous rencontriez, vous vous entendiez tous les deux. Bouf. Voilà. Je vous raccompagne dans votre chambre. Oui. Vous allez maintenant vous reposer. La nuit, vous dormez d'un seul coup, d'une seule traite, jusqu'au lendemain matin. Oui.
Vous n'avez plus de rêves, vous n'avez plus de choses comme ça. Je sais pas. Dans la journée, quand vous restez sur votre lit, ou bien quand vous vous mettez dans ce fauteuil là près de la fenêtre, vous pensez encore à des petites choses? Je sais pas. Ça vous arrive de penser à Cécile? Allongez-vous. Je vais vous laisser. Je reviendrai dans 2-3 jours. Au revoir. Au revoir, Jules. Vous dormez déjà? Jules, vous dormez déjà. Essayez d'ouvrir encore une fois votre œil. Allez, ouvrez un œil. Allez, vous pouvez. Vous dormez pas, je le vois. Il a ouvert tout doucement son œil gauche, celui qui n'avait pas été opéré. M'a regardé là dans cette mince fente. On aurait dit qu'il avait comme un masque sur son œil et un tout petit trou comme les Esquimaux. Pour pas laisser passer la tempête. Ouais. Pas laisser passer toute la vie que j'avais encore en moi. Puis il a rabaissé son œil. Il avait tiré le verrou. J'ai retapoté sur sa main. Maintenant, dormez. Reposez-vous. Je reviens dans 2-3 jours. Quelques jours après, je m'apprêtais à remonter pour le voir. Dans la nuit, téléphone. Cécile me dit « C'est mon père ». J'écoute. « Vous êtes bien ?»« Oui. »« Monsieur Jules Remsas est décédé. »« Quand ?»« Là, il y a quelques minutes. »« C'est arrivé subitement ?»« Oui. »« Nous viendrons demain matin. » Le lendemain matin, nous sommes allés là-bas. Il était déjà dans la pièce froide, son visage tout fermé. Cécile est restée très longtemps devant lui. Je m'étais mis un petit peu en arrière. Elle s'était approchée de sa tête. Elle le fixait, les yeux bien fermés, le nez bouché, la bouche pincée. On lui avait entouré les épaules du châle de prière qu'on avait amené. On nous avait demandé, il y aura un service religieux? Non, non, il n'est pas chrétien. Longtemps, Cécile est restée là, près de son père. Ensuite, elle s'est écartée. Il était décidé que le lendemain, on l'accompagnerait au cimetière juif, dans la banlieue parisienne. En route, Cécile me dit, il était vraiment complètement fermé. Oui. Naturellement, un mort, mais quand je pense à la mort de ta mère, quand je revois la tête de ta mère, elle était dans la même pièce quand on est venu, quand on nous avait appelés. C'était une tête tout à fait ouverte. Il y avait, mais je me suis peut-être trompé, comme de la sérénité. Elle n'était pas souriante, mais les lèvres n'étaient pas pincées. On aurait dit qu'elle allait mettre du rouge sur ses lèvres. Elles étaient encore offertes. Ses yeux étaient fermés, mais les paupières étaient seulement abaissées. Lentement, elle les avait fermées. Peut-être qu'on les lui avait aussi fermées, mais il n'y avait pas ce cadenassage de mon père. Jusqu'au bout, il sera resté comme ça. C'est terrible, non? Oui, mais il était plus du tout possible, disons dans les 5 dernières années, de croire que Jules était un peu arrivé au cousin, mais c'est avec moi qu'il y avait le problème. Pas spécialement avec toi, Cécile. C'était avec les autres. Moi,
J'étais vraiment pour lui un étranger, il s'entendait mieux avec un étranger. Il m'acceptait, enfin. Peut-être qu'il faisait passer vers toi à la condition que ça me traverse d'abord. Nous ne le saurons jamais. Moi, je crois que mon père m'a aimé. Ah, ça, je crois que ton père t'aimait. Il ne pouvait pas te le dire. Tu crois qu'il m'en a voulu? De quoi? D'être à l'origine de tout ce qui est arrivé. D'être à l'origine de ce qui est arrivé, c'est-à-dire, eh bien, en venant au monde, ma mère est morte. Ta naissance entraînant la mort de sa femme ferait que tu en serais responsable? Certainement pas. Ta tante a rendu ton père responsable. Peut-être que ton père a rendu un peu la présence de ta tante responsable. Comment ça? Peut-être qu'il a mis ta mère dans cet établissement pour aller accoucher en sachant que ça déplaisait à ta tante. Mais comme ta mère était d'accord pour aller dans cet établissement-là, parce que... je ne sais pas pourquoi. Il y avait une raison qui nous échappe. L'un et l'autre se rendaient responsables, mais toi, au milieu, venant, on peut toujours rendre un bébé responsable. Ce serait facile. Ça ne se pose plus maintenant. Il est mort. Nous en avons parlé souvent, me dit Cécile. Il y a le problème avec ma mère. Ma mère est au même cimetière, mais mon père va aller dans un caveau. Tu sais que c'est le caveau dit des Villenois.